Bonjour à tous, je suis Romain Lauchon de Natixis Investment Manager. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette webconférence sur le thème Rebond des marchés, les thématiques d'investissement à privilégier. Donc l'objectif est de vous apporter l'information nécessaire pour décrypter l'actualité économique récente et son impact sur les marchés financiers et pour vous guider, bien entendu, sur les thématiques d'investissement porteuses avec un horizon d'investissement de long terme. Alors, pour cela, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois personnes. Tout d'abord, Esti Dweck, qui est responsable de la stratégie de marché chez Natixis Investment Manager Solutions. Mohamed Amor, directeur général de la société de gestion thématique Asset Management. Et Jean-Charles Roumat, directeur de la banque privée de la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Cette Romain. conférence se déroulera donc en trois parties sous un format de questions-réponses. Pour commencer, on va s'interroger sur les grandes tendances économiques pour les trimestres à venir avec Esti. Puis nous aborderons les thématiques d'investissement d'avenir, quelles sont-elles et comment y investir dès à présent. Et pour finir, quelles précautions prendre pour l'investisseur qui se lance aujourd'hui. Alors vous avez également à votre disposition un chat communautaire qui se situe sur la droite de votre écran. Bien entendu, vous pouvez poser des questions à tout moment. Nous tâcherons d'y répondre en cours de l'intervention. Alors, sans plus attendre, j'accueille Esti Dweck. Bonjour Esti. Bonjour à tous, bonjour Romain. Comme je disais, donc vous êtes en charge de la stratégie de marché chez Natixis IM Solutions. Euh, pour commencer, deux questions simples et brèves. Les effets de la pandémie sur les marchés financiers sont-ils réellement derrière nous? Et le rebond économique est-il à présent complètement amorcé? Si vous pouvez déjà répondre à ces deux premières questions. Merci Esti. Merci Romain, bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, je pense que la réponse, on peut la faire en deux temps. Déjà, qu'est-ce que veut dire d'avoir une pandémie sous contrôle? Et puis, alors, on parle un petit peu de l'impact sur les marchés financiers, mais on va peut-être commencer une étape à la fois. La réponse la plus simple en ce qui concerne la majorité de l'Europe et plus particulièrement la France, c'est que la pandémie est plus ou moins sous contrôle. Il y a beaucoup de conversations sur une deuxième vague, sur des risques que le nombre de cas augmente, mais la réalité, c'est que la partie qui compte, la partie importante, c'est le nombre d'hospitalisations et forcément le nombre de décès. Mais pourquoi est-ce que je parle du nombre d'hospitalisations? C'est que tout le confinement que nous avons fait, tout ce temps qu'on a passé à la maison, le but, c'était que nos systèmes hospitaliers puissent gérer les cas qui allaient continuer à venir. Et pour le moment, on a réussi. On voit ici sur le graphique vraiment un mouvement baissier en termes d'hospitalisation, ce qui veut dire que même s'il reste des cas et même s'il réaugmente un petit peu avec la réouverture, pour le moment, on a tout de même une pandémie qui est plus ou moins sous contrôle et qui est gérable au niveau hospitalier, au niveau sanitaire dans la majorité de l'Europe. Aux États-Unis, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça progresse aussi. Ailleurs, comme dans certains des marchés émergents, là, on n'est toujours pas à ces niveaux, mais en Europe, on a plutôt bien progressé. Donc, une fois qu'on a à peu près cette pandémie sous contrôle, la question que vous avez posée, c'est est-ce que le rebond a commencé? Est-ce qu'on commence à sortir de cette crise sanitaire et économique? La réponse est oui, mais ceci va être graduel. Qu'on peut voir, et ici, on a des niveaux de sentiments sur l'Europe et dans le monde et des indices de surprise économique, les PMI, ce sont des sondages aux entreprises pour savoir comment ils se sentent. On a eu le niveau le plus bas jamais pour avril, et ça dans les grandes économies européennes, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Par contre, l'avril a vraiment été le point bas et on a recommencé. La ligne de 50, normalement, elle délimite entre la contraction et l'expansion. Donc, on n'est pas encore à des niveaux très forts d'expansion et de reprise, mais le rebond a commencé. Le graphique de droite montre un indice de surprise économique, c'est-à-dire que le consensus, les économistes s'attendent à certaines données et ensuite on regarde si les données qui viennent sont meilleures ou moins bonnes. Jusqu'à il y a quelques jours seulement, les données européennes ont continué à être moins bonnes que prévu. Malgré des révisions à la baisse, ça a continué à être moins bon que prévu, mais finalement, ça s'est enfin retourné. On commence à avoir des données un petit peu meilleures. De nouveau, surtout sur le mois de mai,
avec cette reprise qui commence un petit peu. Je vais laisser la dernière partie de la question, parce que je pense qu'on va y revenir dans un instant. Est-ce que les effets sur les marchés financiers sont derrière nous? Je pense que ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais je dirais que de manière générale, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau économique ou au niveau marché financier, le pire est probablement derrière nous. Très bien, merci Esti pour ces précisions. Une troisième question, on va dire, est-ce que l'Europe est enfin unie par la crise avec les mesures qui ont été prises récemment? Alors, je pense que c'est vraiment la bonne nouvelle. Quand on regarde le nombre de mesures qui ont été prises, c'est la bonne nouvelle de cette crise. C'est difficile de parler en ces termes-là, mais tout de même, on a enfin une Union européenne qui a envie de plus de cohésion, de coopération, d'intégration et qui a commencé à faire ses pas dans cette direction. Donc, c'est beaucoup plus positif pour la suite, pour le moyen terme, pour la croissance. Pour les pays périphériques qui ont été forcément un petit peu plus touchés, qui étaient dans des situations plus fragiles déjà et qui ont en plus été plus touchés par cette crise. Mais nous avons vraiment fait un énorme pas lorsque l'Allemagne a décidé de se mettre quelque part dans le camp avec les Français et cette proposition franco-allemande qu'on a vue il y a quelques semaines, de se mettre dans le camp, si je peux dire, des dépensiers, d'avoir beaucoup plus de flexibilité au niveau fiscal et beaucoup plus de soutien au niveau européen. On a cette proposition de fonds de relance, on est en discussion au niveau européen, ce sera peut-être cette semaine, peut-être au mois de juillet où on aura plus de résultats, mais c'est 750 milliards d'euros qui vont arriver avec de la dette qui est émise au nom de la Commission européenne et pas uniquement par pays, et qui devrait aussi voir un assez gros pourcentage. La proposition est pour 2 tiers de subventions et 1 tiers de prêts. Ils sont encore en négociation, mais un assez gros pourcentage de subventions, donc juste de donations pour les pays qui en ont le plus besoin, pour les aider à relancer leurs économies et surtout à stimuler la reprise, parce que recommencer, on a vu le début du rebond, mais on va avoir besoin d'un petit peu plus d'aide pour que cette reprise, elle soit durable et qu'elle puisse accélérer dans le futur. Et on a aussi une banque centrale européenne qui, plus ou moins, a enlevé toutes les limites pour son soutien pour les pays, les économies et les marchés financiers européens. Très bien, merci pour ces éléments. Maintenant, Esti, si on parle des marchés financiers, après le rebond auquel on vient d'assister dernièrement, d'environ 30%, où allons-nous maintenant? Alors, je crois que ça, c'est la plus grande question qu'on nous pose. On a eu donc l'effondrement le plus rapide de l'histoire, suivi du rebond le plus fort de l'histoire en termes de rapidité et en termes de force. Je reviens juste au bon graphique. Voilà. Donc, on a perdu 40% sur le CAC 40, donc l'indice action français en 3 semaines. On a commencé à rebondir déjà à la fin mars. On a récupéré, à un moment, on avait récupéré 38%. Et puis, on a eu une petite correction la semaine dernière, mais qu'on est en train de récupérer cette semaine. Donc, on est à peu près déjà 30% de reprise. Alors, vous voyez sur le graphique, les 30% ne suffisent pas à remonter à où on était avant. Il y a encore de la marge à la hausse, mais c'est tout de même un très fort rebond. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on a un rebond aussi fort, qui finalement avait commencé dans certains secteurs plus défensifs et qui s'est élargi à tous les secteurs financiers et qui a une force comme on l'a vu, ça veut dire qu'on a peu de chances de revoir les plus bas du mois de mars. On va probablement pas continuer à monter en ligne droite. On l'a vu comme la semaine dernière avec des journées plus mouvementées. Mais de nouveau, je pense que le pire est passé et que nous allons continuer à progresser en grande partie grâce aux banques centrales, grâce au gouvernement, grâce à tous ces projets fiscaux et à cette nouvelle union et ces progrès que nous sommes en train de faire au niveau européen. Donc, on a eu des mouvements assez compliqués. Je pense qu'un petit peu de volatilité va continuer. Ce n'est pas nécessaire de devenir particulièrement agressif dans les portefeuilles trop rapidement. On l'a vu, un gros titre peut assez facilement déstabiliser, en tout cas pour une journée. Mais beaucoup d'investisseurs ont raté le rallye jusqu'à maintenant. On a des niveaux de liquidité très élevés dans les portefeuilles. Et donc, je pense qu'on a beaucoup d'investisseurs qui, en fait, attendent des corrections, attendent des opportunités de pouvoir investir à des points d'entrée plus intéressants.
parce que peu de monde s'est dit le 18 ou le 20 mars que c'était le moment de re-rentrer sur les marchés actions. Et comme on a beaucoup de monde qui attend, finalement, les corrections, elles sont un petit peu plus limitées parce qu'on a 5%, 10% de prix plus attractifs et tout le monde a envie de s'y lancer. Donc, à moyen terme, on reste plus constructif. À court terme, on pense qu'il ne faut pas courir après le rallye non plus. Puis il y a surtout, je dirais, un risque de déception. Parce que oui, le rebond économique a commencé. Et comme vous l'avez vu, petit à petit, les données commencent à surprendre à la hausse. Ça veut dire que les attentes ont enfin été baissées autant qu'on en avait besoin. Mais il reste encore pas mal de parcours à faire au niveau économique. Ça va prendre plusieurs trimestres avant de revenir au niveau d'activité qui ont précédé la crise. Et on a des marchés à actions qui finalement étaient déjà en train de se positionner pour un retour à la croissance rapide avec une reprise, comme on a dit, en forme de V où on reprend comme si de rien n'était presque. Et je pense que ceci ne sera pas le cas. Et donc, il y a quand même un petit peu un risque de déception dans les marchés. Donc, pas trop agressif trop rapidement. Par contre, on profite de ces opportunités pour construire des portefeuilles et surtout des portefeuilles diversifiés pour le moyen terme. D'accord, merci, merci Esti. Peut-être un petit mot sur les gagnants et les perdants de cette crise. Tout à fait. Alors, on essaie de réfléchir aux gagnants et aux perdants, qui va s'en sortir le mieux ou pas. Et vous allez voir, je pense que ça va amener à certains des sujets dont Mohamed Amor va nous parler tout à l'heure. Et si on essaye de prendre un petit peu de recul par rapport à cette crise et voir qui pourrait mieux s'en sortir que d'autres dans la crise, on voit assez facilement qui pourraient être les gagnants et les perdants. Alors, de manière générale, forcément, tout ce qui est santé et technologie devrait plutôt bien s'en sortir, même avec un rallye qui s'élargit, même avec une reprise qui reprend graduellement et puis qui s'étend aussi. Je pense que certaines des peurs et cette vision que la santé est un univers et un secteur vraiment stratégique, ça ne va pas partir. Donc, on va avoir beaucoup d'intérêt pour ce segment. Et puis, la technologie aussi. On commence à se déconfiner. Ça va prendre plusieurs mois avant de revenir à la normale, avant de retourner au bureau comme avant. Et puis finalement, tout ce qu'on va pouvoir faire de chez soi, je pense que ça va rester en vogue. On va continuer à utiliser de plus en plus la technologie, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Donc, c'est de nouveau un secteur qui va forcément rester en demande. La technologie qui aide beaucoup de toutes ces entreprises qu'on peut faire depuis chez soi. Et puis, un des troisièmes gagnants, c'est vraiment tout ce qui est investissement socialement responsable, donc aussi ce qu'on appelle le ESG, donc environnement, social et gouvernance, des critères d'investissement qui sont de plus en plus traditionnels finalement dans les portefeuilles des investisseurs et qui a plutôt bien résisté dans la crise. Alors oui, il y a un certain avantage, je dirais, structurel, parce que ce genre d'investissements ont tendance à être plutôt surpondérés justement sur la santé, sur la technologie, et puis moins pondérés sur l'énergie, l'aviation, les voyages, les divertissements qui ont plus souffert dans la crise que nous avons connue. Mais dans le rebond, ce genre de stratégie a continué à bien performer. Et forcément, quand on reprend ces trois critères ESG séparément, on parle beaucoup du E depuis des années, mais avec une crise comme nous la voyons aujourd'hui, je pense que le S, le côté social des entreprises, et G, l'importance de la gouvernance, vont finalement que augmenter dans le futur. Alors, je vais pas passer trop de temps sur les perdants, parce qu'on ne veut pas finir sur une note trop négative, et vous avez vu, je suis plutôt optimiste et plutôt constructive sur le moyen terme. De nouveau, je pense que ça va prendre du temps pour revenir à la normale, ou probablement nous allons revenir à un nouveau normal qui aura moins de voyages, qui aura peut-être moins de restaurants. On peut aller au restaurant, mais il y a moins de tables, il y a un petit peu moins de productivité. Pas tout le monde va reprendre l'avion aussi facilement. Donc, certains de ces secteurs risquent d'avoir besoin de plus de temps pour récupérer. L'énergie aussi, parce qu'en termes de productivité, on reste un petit peu en dessous. La demande va rester un petit peu plus faible. Donc, on a rebondi un peu sur le pétrole depuis les plus bas du mois d'avril. Mais je ne pense pas qu'on va beaucoup plus monter pendant un petit moment parce que la demande manque aussi. Et puis, la note qui touche certainement beaucoup d'entre nous, c'est quelque part, c'est l'épargne. Alors, ça paraît un petit peu négatif comme ça,
mais les taux bas ou négatifs vont rester. Pour parler 2 secondes des États-Unis, on a la Banque centrale américaine qui a déjà dit que ces taux resteraient plus ou moins à zéro jusqu'à au moins 2022. Je n'imagine pas trop que la Banque centrale européenne va essayer de faire monter ses taux avant les Américains. Donc, on a encore 2 ans, 3 ans facilement de taux à zéro ou négatif, ce qui veut dire que tout ce qui est épargne, tout ce qui est fonds en euros, va être de moins en moins ou encore moins bien payé et peu payé pendant très longtemps. Donc, on continue de nouveau à chercher de la diversification. On profite d'opportunités pour construire des portefeuilles pour le moyen terme, avec des investissements justement qui peuvent être ESG, avec des investissements thématiques, comme on va en parler tout à l'heure. Mais on cherche ces opportunités parce que, hélas, la liquidité et l'épargne ne vont pas beaucoup apporter pendant encore un certain temps. Très bien, merci. N'hésitez pas aux différents participants à poser des questions directement via le chat. Moi, juste une petite question avant de passer la main à Mohamed Amor. Par rapport justement à l'intervention des banques centrales, est-ce que vous n'avez pas peur que ces dernières justement génèrent de l'inflation et quelle peut être votre position également sur l'or? Alors, en termes d'inflation, si on fait marche arrière sur la dernière crise, si on reparle de 2008-2009, on a eu beaucoup d'interventions des banques centrales, peut-être pas tout à fait à la même échelle et certainement pas aussi rapidement que durant cette crise de 2020, mais ça n'a pas généré d'inflation. Et ce dont il faut se souvenir, c'est que beaucoup de ce que les banques centrales et les gouvernements sont en train de faire actuellement, c'est remplacer les trous dans l'activité économique, dans les salaires, c'est essayer de sauver les salaires. Donc, ce n'est pas du stimulus en plus, c'est vraiment pour éliminer ou limiter la baisse de l'activité, de la performance, de la productivité. Et donc, je pense qu'en soi, ça ne va pas générer de l'inflation. Là où il faut garder quand même un petit œil, c'est justement cette perte de productivité dans certains secteurs qui peut amener une certaine inflation. Alors, je prends un exemple vraiment banal. Si votre coiffeur a besoin d'être beaucoup plus sécurisé à cause de cette crise, d'acheter plus de matériel, de désinfectants, de blouses, de gants et d'autres choses, qu'ils peuvent avoir moins de clients en même temps, apparemment, les prix déjà ont commencé à augmenter. Donc, si on applique ça à d'autres secteurs, que ce soit la construction ou autre, le niveau de productivité doit baisser parce qu'il y a moins de monde, parce que finalement, pareil dans les restaurants. Restaurants, on ne sait pas encore, mais c'est possible que certains de ces coûts soient passés aux consommateurs. Donc, à mon avis, l'inflation, ce n'est pas un grand souci à court terme. On peut peut-être en voir un peu plus tard, mais de toute façon, je ne pense pas que ça va changer la politique des banques centrales et je ne pense pas que ce sera à cause d'elles qu'on a un petit peu d'inflation. Maintenant, en termes d'or, le fait que la question sur l'inflation revienne assez souvent devrait continuer à soutenir l'or. Ça veut dire que si les gens sont inquiets d'inflation, ils vont avoir envie d'or dans les portefeuilles. Et le fait que les taux vont rester à zéro pendant très longtemps fait que malgré que l'or ne donne pas de rendement, ça nous coûte moins en fait d'en avoir dans les portefeuilles. Donc, je pense que ça va rester en demande. Là, on a un petit peu plafonné sur les prix, mais je pense qu'il reste un petit peu de potentiel à moyen terme. Très bien. Merci beaucoup, Esti, pour tous ces éléments relatifs à l'économie. Restez avec nous si jamais il y a des questions sur le chat par rapport à ces éléments-là, ces éléments abordés. Merci beaucoup. On va passer maintenant la main à Mohamed Amor. Mohamed, bonjour. Tu es en train de se connecter avec nous. Bonjour Romain. Voilà, bonjour Mohamed. Donc, je le rappelle, vous êtes directeur général de la société de gestion thématique Asset Management, société de gestion créée il y a seulement 14 mois, qui vient de franchir récemment le cap du milliard d'euros d'encours sous gestion. Donc, tout d'abord, bravo pour cette belle performance. Cela prouve avant tout une chose, c'est l'intérêt des épargnants pour vos solutions, solutions tournées vers les thématiques d'avenir, comme, je vais les citer, la robotique, l'intelligence artificielle, l'eau, la sécurité et plus récemment sur l'économie de l'abonnement. Alors, Mohamed, je vais vous laisser la main, mais pour débuter, pourquoi et surtout comment investir sur les thématiques d'avenir? Déjà, vous le disiez, moi je tiens à remercier les épargnants, parce que si on a passé ce cap symbolique du milliard d'actifs sous gestion après seulement 14 mois d'existence, c'est grâce aux épargnants qui nous font confiance, qui comprennent nos stratégies d'investissement et qui trouvent en nos stratégies d'investissement des véhicules qui leur permettent de donner du sens à leur investissement.
Ça, c'est le premier point et on l'a vu encore plus depuis le début de l'année. Ça a été une période d'incertitude assez forte et les épargnants ont cherché à avoir des repères. Et ils ont trouvé ces repères dans la manière dont on construit notre investissement et ça répond aussi à votre question. C'est-à-dire, on construit notre investissement sur le long terme. Déjà, qu'est-ce que la gestion thématique? La gestion thématique, et vous le voyez d'ailleurs, c'est le premier pilier de notre philosophie de gestion, c'est de capter la croissance structurelle de long terme qu'il y a sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a une croissance. Aujourd'hui, on voit la croissance du marché, mais il y a une croissance qui est plus forte et qui est autour de différents thèmes. Donc, nous, on essaie d'avoir des thèmes qui capturent des croissances qu'on appelle des croissances séculaires, c'est ce que vous voyez sur cette première brique à gauche, mais qui est en fait une croissance structurelle de long terme. Donc on va définir des thèmes, comme par exemple le thème de l'eau, on va en définir les limites de manière très précise. Pour nous, l'eau, c'est exclusivement l'industrie de l'eau et les services liés à l'eau, sans jamais investir sur la ressource en eau en elle-même ou sur l'eau packagée. Vous ne trouverez pas de fabricant d'eau en plastique dans notre portefeuille. Donc des thèmes on va définir de manière avec beaucoup de sélectivité, donc de manière très focalisée. Mais une fois qu'on a défini ces thèmes, on regarde la croissance. Si vous regardez l'industrie de l'eau aujourd'hui dans le monde, par exemple, vous avez une croissance de 7% par an sur les 15 prochaines années. C'est déjà une croissance qui est supérieure à la croissance de l'économie globale. Donc, on va définir un thème, on va regarder les sociétés qui sont actives dans ce thème, on va regarder la croissance de ce thème, et après, on va aller chercher les meilleures sociétés à l'intérieur de cet univers d'investissement. Mais on va le faire sans contrainte. Et c'est la troisième brique, on va pouvoir regarder partout dans le monde, on va pouvoir regarder toutes les tailles de sociétés et tous les secteurs. C'est ce qui est très important, c'est que l'approche thématique et notre manière à nous de construire un investissement thématique, c'est d'avoir une approche qui transcende l'approche classique qui viendrait dire je vais avoir un fonds européen, américain, émergent. Là, non. On va avoir une approche qui transcende ça. Et une approche aussi qui ne va pas dire je veux des grosses capitalisations, des plus petites capitalisations, ou je vais dans tel ou tel secteur. L'idée, c'est d'avoir un thème, par exemple, je vous le disais, ce thème de l'eau, des sociétés qui sont actives dans l'industrie ou les services liés à l'eau, et après, où qu'elles soient, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur dans lequel ils agissent, la santé, l'agricole, l'industrie, on va les regarder. Et ça, on va le faire de manière responsable. Esti soulignait l'apport de la gestion responsable dans les portefeuilles. On l'a vu, plus précisément depuis le début de l'année, nous, on a des critères qu'on appelle ESG, qui sont intégrés tout au long du processus d'investissement. Ces critères ESG, ça veut dire quoi? C'est des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pourquoi on les intègre dans notre processus? Puisque jusqu'à il y a une dizaine d'années, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on gère des fonds thématiques maintenant, l'équipe, jusqu'à une dizaine d'années, on regardait seulement les critères financiers. On regardait le bilan, on regardait le management, on regardait le produit, mais on ne s'intéressait pas aux critères extra-financiers. Sauf que ces critères extra-financiers, ça vient être une lumière supplémentaire sur l'investissement qu'on veut porter et ça nous permet de mieux gérer notre risque. Et d'avoir des valeurs en portefeuille, par définition, on est des investisseurs de long terme chez Thematics AM et nos produits sont des produits et notre processus d'investissement fait qu'on va accompagner les sociétés sur le long terme, des sociétés qu'on connaît bien, dont on connaît le management, les produits, mais aussi ce risque ESG. Et donc, on va pouvoir apprécier au maximum tous les risques sur un titre financier ou extra-financier, sur un titre qu'on peut théoriquement garder très longtemps. Si une société nous plaît et qu'elle continue de délivrer le rendement attendu, on peut la garder en portefeuille année après année. Pour vous donner un exemple sur un véhicule qu'on gérait dans le passé, on a gardé un titre un peu plus de 19 ans en portefeuille, parce que toutes les cases, entre guillemets, étaient cochées année après année. Donc ça, c'est vraiment le fondement romain de notre stratégie. Capter la croissance séculaire qu'il y a sur les marchés à travers une approche qui vient définir un thème de manière focalisée, parce que la gestion thématique, tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très hétérogène. Nous, on a décidé de le faire de manière focalisée, sans contrainte et avec beaucoup de responsabilité, c'est-à-dire de pouvoir venir vous voir. D'ailleurs, à la fin du mois, tout l'ensemble de nos produits, tous les thèmes qu'on développe auront un label d'investissement socialement responsable. Et les thèmes qu'on a décidé de développer, c'est le thème de l'eau, le thème de la sécurité, le thème de l'intelligence artificielle et de la robotique, mais aussi le thème de l'économie de l'abonnement. Le dénominateur commun de tous nos thèmes, c'est qu'ils sont intemporels. Vous aurez toujours besoin d'eau. La sécurité fait partie et est un des principaux besoins élémentaires de l'homme. L'intelligence artificielle et la robotique, on le verra tout au long de l'histoire, ça nous a suivis et ça rentre de plus en plus dans notre vie de tous les jours. Et cette économie de l'abonnement, sur les 10, 15, 20 prochaines années, là aussi,
on va avoir un vent dans le dos qui est une habitude de consommation qui change et des industriels qui s'intéressent de plus en plus à ce modèle. Si je reviens maintenant peut-être sur, sur le fond, sur l'eau, si on commence, ou sur ce thème de l'eau, pardon. Si on regarde ce thème de l'eau aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? Ça peut paraître étrange de se dire comment on peut, en investissant sur l'eau, à la fois préserver cette ressource eau et en tirer un rendement intéressant dans nos portefeuilles. Bon, si on revient à la diapositive précédente, Romain, s'il te plaît, l'idée c'est de se dire quoi? C'est que de manière, si on prend les estimations de la population en 2050 les plus conservatrices, on sera à peu près 10 milliards. 10 milliards en 2050. Donc là, je vous demande de ne pas regarder le graphe au début, mais on sera 10 milliards en 2050. Mais ça ne nous parle pas. Si je vous avais dit 11 milliards, vous m'aurez dit merci monsieur, mais ça ne vous parle pas plus. Donc si on regarde par tranche de 24 heures ce qui se passe, et bien par tranche de 24 heures, il y a en moyenne 240 000 personnes de plus en net, pardon de le préciser, mais naissance moins mort, de personnes qui viennent sur Terre, donc de naissance nette. 240 000 personnes de plus toutes les 24 heures. Donc très concrètement, si vous regardez votre montre, il est 17h26. Demain à 17h26, la Terre aura en moyenne 240 aura enregistré 240 000 naissances. Si vous regardez à l'échelle d'une seconde maintenant, eh ben, une seconde, toutes les secondes, on a 4,66 naissances. On n'a pas coupé le bébé, mais c'est une stat. 4,66 naissances toutes les secondes. Et ces gens-là, quand ils arrivent sur Terre, ils ont besoin de quoi? Et pardon, je vais continuer. Si on prend l'exemple des naissances par heure, c'est la diapositive que vous avez sous les yeux. Et ici, on regarde juste, on s'intéresse à la croissance des naissances par heure dans les zones urbaines. Donc là, il est 17h27. En moyenne, à 18h27, à Lagos ou à Delhi, il y aura eu soit 85, soit 79 naissances en plus en une heure, juste dans la ville de Lagos ou dans la ville de Delhi. Ces gens qui arrivent tous les jours sur Terre, ils ont besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi, vous, auditeurs? Eh bien, vous avez besoin de satisfaire des besoins élémentaires. Et le premier est de boire, de vous nourrir. Et tout ça est très consommateur en eau. Et maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que, et vous le voyez, ici, le bond, donc sur cette carte, vous voyez le bond des naissances, il est où? Dans les pays émergents. Et souvent, dans les pays émergents, on a aussi une mutation de la population. On passe d'une classe défavorisée à une classe moyenne à travers le temps. On passe des campagnes vers les villes avec un mode de vie qui consomme de plus en plus d'eau. Arrêtez-vous une seconde et pensez à toute l'eau que vous consommez toute la journée. Vous prenez une douche entre 75 et 100 litres. L'eau pour la machine à laver, l'eau pour cuisiner, l'eau pour nettoyer, etc., etc., etc. On consomme beaucoup d'eau tous les jours. Parce que l'eau à laquelle on peut penser, celle à laquelle je vous ai parlé, le cas d'utilisation d'eau que je vous ai évoqué initialement, c'était l'eau qu'on boit. Mais l'eau qu'on boit, c'est un faible pourcentage de toute l'eau qu'on utilise tous les jours. Les plus gourmands d'entre nous vont boire 2 litres d'eau aujourd'hui. Et ça sera ça au maximum. Mais toute l'eau qu'on utilise dans un mode de vie urbain est important. Et rendez-vous compte, la classe moyenne dans les pays émergents, donc là vous voyez des couleurs, si on enlève les États-Unis, la classe et l'Europe. Si vous voyez juste la classe moyenne dans les pays émergents, ça va être 500 millions de personnes demain, en 2025. 500 millions de personnes, donc ça c'est la classe moyenne émergente. Si on compare ça à la population européenne, donc ce sera l'équivalent de la population européenne en 2025. Et cette classe moyenne, elle est dans les villes. Donc elle consomme plus d'eau. Mais elle change aussi ses habitudes alimentaires. Elle va consommer plus de viande. Et là, vous avez différentes statistiques en fonction du lieu, bien entendu, où vous produisez votre viande. Mais ça va de 300 litres d'eau pour faire 1 kg de viande de bœuf à plus de 16 000 litres d'eau pour faire 1 kg de viande de bœuf, si vous êtes dans un désert, au fin fond de l'Australie. Donc, il y a de plus en plus de personnes, mais la caractéristique de cette population change, parce qu'ils vont dans les villes et ils consomment différemment. Donc, on utilise de plus en plus cette ressource. Et ça, c'est le premier point. Donc, il y a une demande qui explose. Et le deuxième point à mettre en regard, c'est sur la diapositive suivante. C'est la donnée qui va s'afficher. L'eau, 0,25%. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond, 0,25%? Eh bien, on va faire l'exercice ensemble. L'eau recouvre 70% du globe. C'est ce qu'on nous dit depuis un certain nombre d'années. En général, on nous a appris ça dès le CE1. 70% du globe est recouvert d'eau. Sauf que si vous prenez toute l'eau qu'il y a sur Terre et que vous en faites une sphère, c'est la première sphère de gauche. Alors là, il faut bien vous concentrer sur l'écran. Ça va ressembler à un exercice de chez l'ophtalmo. Ça, c'est toute l'eau qu'il y a sur Terre. Si nous, on s'intéresse à la ressource eau pour répondre à la demande en eau.
Donc, on va aller vers l'eau douce. Donc, si vous enlevez l'eau salée, et on reviendra dessus, hein, il y a du filtrage aujourd'hui, il y a plein de choses qui permettent de dessaler l'eau, mais une eau dessalée, ça coûte parfois plus cher qu'un baril de pétrole. Donc, on va le laisser de côté. Et on va aller s'intéresser à l'eau douce. C'est la deuxième sphère que vous voyez à droite. 3% de l'eau qu'il y a sur Terre est de l'eau douce. Si maintenant vous enlevez l'eau douce, qui est dans les glaciers, qui est lourdement polluée et qui est non accessible à l'homme, il reste la petite tête d'épingle en bleu sous la deuxième sphère. Et ça, c'est le consensus scientifique qui nous dit, et qui l'affirme, et c'est en baisse d'ailleurs malheureusement décennie par décennie, seulement 0,25% de toute l'eau qu'il y a sur Terre constitue l'offre eau. Donc c'est cette petite tête d'épingle qui irrigue nos vies de tous les jours et les vies de toutes les personnes sur Terre. Et donc, il y a quoi? Vous avez une offre qui diminue et une demande, hop, qui augmente. Donc, il y a quelque chose au milieu qui s'appelle l'industrie et les services liés à l'eau. Nous, on a un biais très particulier d'approcher cette industrie. On va essayer de rendre la demande plus efficiente. 70% de la demande en eau, c'est l'agriculture. Pour faire un litre de jus d'orange, il faut à peu près 1000 litres d'eau. Gardez-le, je vous ai parlé de la viande de bœuf. Mais 70% de la demande en eau, c'est l'agriculture, 20% l'industrie, 10% c'est vous à la maison, les collectivités. On va essayer de rendre cette demande plus intelligente. L'eau, on va s'intéresser aux sociétés qui mesurent ce qu'il y a dedans et qui préservent les différentes cochonneries de s'y retrouver. Donc, tout ce qui est gestion des déchets pour ne pas polluer les nappes phréatiques. Et après, on travaille sur la demande, on travaille sur l'offre. Il faut faire les liens entre les deux. Donc, on va investir sur des choses que vous connaissez très bien, comme du Veolia ou du Suez, mais aussi leurs pendants dans les différents pays. Voilà comment on approche ce thème de l'eau et pourquoi ce thème de l'eau fonctionne. Et vous le comprenez, on va avoir besoin de plus en plus d'eau et cette ressource, on ne va pas pouvoir la refabriquer. Ça, c'était le thème de l'eau. On a un deuxième thème, il y en a 4 des thèmes. Hein. Le deuxième thème, c'est le thème de la sécurité. Ce thème de la sécurité, il est assez simple à concevoir et vous le voyez ici sur cette diapositive. C'est que tous les jours, tous, et je n'ai pas besoin de vous poser la question, on pourrait activer les micros de la centaine de participants, vous me direz tous, oui, on se reconnaît dans ce schéma. On est tous les jours, des consommateurs quotidiens de sécurité et parfois sans nous en rendre compte. La sécurité, elle est quand on part de chez nous, avec les systèmes de verrouillage des portes, parfois les alarmes, les systèmes de transport. Vous alliez au bureau en tram, en train, en métro, en vélo, en scooter, en voiture, vous allez avoir des systèmes de sécurité. Un exemple, la voiture, c'est en moyenne $350 de contenu en sécurité aujourd'hui. Plus la voiture devient autonome, plus elle devient intelligente. Certains d'entre vous, peut-être, ont des modèles de Peugeot ou de Renault qui sont équipés de ces technologies de sécurité. Et plus le contenu en sécurité va être augmenté. Nous, on n'investit pas sur Renault, on n'investit pas sur Peugeot. On investit sur l'industriel qui va fournir les technologies qui permettent à l'automobile d'être plus sécurisé. Bon, c'est un segment d'ailleurs qu'on a réduit depuis le début de la crise parce qu'on savait qu'on allait moins vendre de voitures. Le contrôle d'accès dans les immeubles, le paiement, la sécurité alimentaire qui vous entoure. Aujourd'hui, quand vous achetez un steak de viande de bœuf chez Carrefour, vous n'avez pas le choix de dire « je prends celui qui n'est pas tracé ». Comme quand vous allez acheter une voiture, on ne vous demande pas votre avis. Vous prenez la ceinture de sécurité, vous n'avez pas le choix. Parce que la réglementation l'impose. Je vous le disais, les paiements. Et ça a explosé depuis le début du Covid. Toute la partie paiement sans contact. Nous, on va sécuriser et on va regarder toutes les sociétés dans l'univers d'investissement qui s'intéressent à la sécurisation du paiement. Les aéroports, les systèmes de sécurisation des réseaux. Aujourd'hui, quand on utilise son ordinateur, on n'a pas envie que le voisin y pénètre. Donc, on a tous un antivirus sur notre ordinateur, etc. Tout ça pour vous dire que ce thème, il nous entoure. C'est un thème qui a une forte croissance, 11% par an. Nous, toujours dans cet univers d'investissement, l'idée, c'est d'aller vous chercher les meilleurs, les plus belles pépites. Et ce thème d'investissement, si vous prenez la pyramide de Maslow, après manger et boire, le troisième besoin de l'homme, c'est d'être sécurisé. Si vous passez en TGV et que vous regardez nos villages français, en général, ils sont juste à côté d'un piton rocheux. On a besoin de boire, mais aussi d'être sécurisé. Donc voilà pour le thème de la sécurité. Et c'est un fond, vous le comprenez bien, c'est un thème que vous comprenez bien, donc vous l'appropriez assez bien et vous arrivez à voir ce qui s'y passe. Après, je vais revenir sur… Oui. Peut-être une première question. Par rapport aux valeurs qui sont les entreprises qui sont derrière ces fonds, est-ce qu'on est plutôt sur des valeurs françaises, des valeurs européennes ou des valeurs américaines? Par construction, on va se retrouver plutôt avec des valeurs nord-américaines. On n'entend plus très bien.
Mohamed, au niveau du son. Pardon. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Il n'y a plus la caméra également. Hop. Voilà, vous m'entendez mieux? Voilà, parfait. Merci. Ah, très bien. Pardon. Et donc, vous allez vous retrouver avec plutôt des sociétés nord-américaines parce qu'il y a une vraie composante innovation. Mais encore une fois, on va chercher les meilleures sociétés où qu'elles soient. Donc, si elles sont aux États-Unis, on sélectionne les sociétés américaines. Si elles étaient en Europe, on aurait pris des européennes. Et si les meilleures étaient françaises, on aurait pris des sociétés françaises. Là, il s'avère qu'à plus de 50%, nos portefeuilles sont orientés vers les États-Unis. Voilà, bien, Romain, merci. pour répondre à votre question. Parfait, merci. Je passe du coup sur le thème suivant, donc l'intelligence artificielle et la robotique. Oui, très bien. L'intelligence artificielle et la robotique, c'est pourquoi déjà on a décidé d'allier intelligence artificielle et robotique. Et ben parce que déjà, c'est un thème qu'on connaît très bien. On a commencé à avoir des stratégies d'investissement sur ce thème en 2015. On a géré un peu plus de 7 milliards sur ce thème. 7 milliards qui sont toujours qui sont toujours là. Mais ce thème, pourquoi on a décidé de le modifier cette fois-ci et de joindre l'intelligence artificielle et la robotique? Parce qu'il y en a un, c'est le moteur, et l'autre, c'est la carrosserie et les roues. Vous ne pouvez plus les dissocier. On ne peut plus dissocier l'intelligence artificielle de la robotique. Et surtout, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas s'imaginer des choses fantasques ou des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est simplement de la capacité de calcul, des capacités de calcul et une capacité de traiter ce qui devient une vraie richesse aujourd'hui, la donnée. Vous avez, horizon 2030, un peu plus de 50 milliards d'objets connectés. 50 milliards d'objets connectés, c'est autant d'objets qui génèrent des données. Donc autant de données qu'il faut traiter. Et parfois, si vous, Romain, vous avez besoin d'une typologie d'information, ou vous, auditeurs, vous avez besoin chacun, on est plus d'une centaine, si chacun a besoin de quelque chose de très précis, et bien jusque-là, jusqu'à il y a 4-5 ans, on ne pouvait pas le faire, parce qu'il y avait tellement d'informations qu'on ne pouvait pas trier le bon grain de livret. Et ben, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est de la capacité de calcul qui permet de traiter ces informations. De traiter ces informations et de très bien calibrer ce qu'on choisit à l'intérieur de ces informations. Pour faire quoi? Ben pour irriguer des algorithmes après qui nous permettent, une fois qu'ils sont intégrés dans un robot, d'avoir des robots qui sont totalement différents de ce qu'on a connu. On a connu des robots de première génération qui sont des robots qui faisaient des tâches physiques et répétitives. Les robots aujourd'hui qui sont utilisés, c'est des robots qui vont faire des tâches cognitives complexes qui, jusque-là, ne pouvaient pas être exécutées autrement que par un humain. Et surtout, on va se retrouver avec des robots qui peuvent aujourd'hui travailler avec des humains. On va se retrouver, par exemple, avec des robots qui, grâce à tous les capteurs qui les intègrent, vont pouvoir améliorer le quotidien des humains, notamment sur la partie industrielle, sur les tâches exécutées de manière plus physique. Mais ce qu'il est important de voir, c'est, on le voit sur la diapositive suivante, et c'est un peu sous le ton de l'anecdote que je voulais vous faire voir ça, c'est qu'il y a, si on regarde là, ça ne se voit pas très bien, mais malheureusement avec le format qu'on projette ici, mais si vous regardez tout à gauche, vous avez New York en 1904. Alors là, vous ne le voyez pas, mais il faut me croire sur parole. En 1904, en face de la cathédrale, vous n'aviez que des calèches et une seule voiture. Si on regarde l'image du milieu, 1913, la même 5e avenue à New York, vous n'avez plus que des voitures et plus une seule calèche. Et là, on demande à Ford, Henry Ford, qui avait créé la Ford T, qui est la première voiture, on lui dit oui, mais c'est grâce à vos clients que vous êtes arrivé à créer la voiture, et c'est grâce pour répondre à un besoin client. Vous savez ce qu'il leur répond? Il leur dit non. En 1904, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils souhaitaient, à mes consommateurs, ils auraient répondu un cheval plus rapide. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et la robotique. On ne voit pas tous les bouleversements qui sont induits par l'intelligence artificielle. Dans le médical, on se retrouve avec des robots chirurgicaux. Des robots chirurgicaux aujourd'hui qui vont opérer une main de manière beaucoup plus précise que n'a pu le faire l'homme jusqu'aujourd'hui. On va se retrouver avec des robots qui vont faire des opérations, qui vont pouvoir aller entre l'épiderme et le derme, qui vont pouvoir faire des opérations extrêmement complexes avec un taux d'échec qui frôle 0. Donc, on évacue totalement la dimension liée à l'échec ou à l'erreur humaine. On va se retrouver avec des robots, toujours sur le domaine de la santé, qui vont permettre de diagnostiquer. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle pure. On va irriguer une machine de plusieurs IRM, de scanners de la même personne, bien entendu, de prise de sang,
Et grâce à cette capacité de calcul, on va pouvoir déceler des cancers, des cellules cancéreuses 5 ans avant la déclaration du cancer. Et ça, c'est permis grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tous les efforts qui sont à faire, notamment sur l'oncologie, ça va être de développer les traitements radio et chimiothérapie, qu'on en est encore un peu au Moyen-Âge, malheureusement. Mais la robotique, vous la retrouvez aussi, et l'intelligence artificielle, j'en ai parlé, de l'automatisation des usines, mais aussi sur toute la partie logicielle de conception. Vous allez vous retrouver avec de plus en plus de sociétés qui utilisent des logiciels de conception pour réduire les coûts de prototypage. Avant, quand on faisait un avion, il fallait le faire en 3D, il fallait faire souffler du vent dessus pour voir si ça tenait, il fallait le mettre au chaud pour voir si ça craquait. On peut tout simuler aujourd'hui. Je parlais avec des ingénieurs de ADS il n'y a pas très longtemps qui me disaient qu'ils n'utilisent plus que des logiciels de conception pour fabriquer les avions. Et je leur ai dit, ça date de quand? Ça date déjà d'il y a plus de 8 ans. Et là, plus ça va, plus ils utilisent ces logiciels de conception pour avoir des pièces de plus en plus précises et de plus en plus optimisées. Pourquoi? Par exemple, si vous construisez un avion, une porte d'avion, eh ben, l'intelligence artificielle va peut-être vous donner une forme d'avion auquel l'esprit humain n'aurait pas pensé, mais qui permet de faire une porte plus légère, moins chère, plus efficace. Pourquoi s'en passer? Mais vous avez aussi l'intelligence artificielle qui va être dans toute la vie au bureau. Donc de l'intelligence artificielle qui nous permet de mieux traiter notre relation avec nos clients, de mieux traiter notre comptabilité, de mieux traiter plus rapidement, avec moins d'erreurs et de manière moins chère, la partie comptable. Donc voilà, vous avez cette intelligence artificielle qui est déjà dans notre vie de tous les jours et qui continue d'y pénétrer à grands pas. Très bien, merci Mohamed, c'est passionnant. Peut-être une petite question là sur la thématique de l'eau avant d'aborder le dernier thème, concernant notamment la consommation d'eau induite par l'élevage, première cause des gaz à effet de serre. Investissez-vous dans des entreprises œuvrant pour une progression de la part des protéines végétales sur la thématique de l'eau? Œuvrant pour une part, je vais relire la question parce que ça doit être dedans, œuvrant pour une progression de la part des protéines amines. Non, ça on ne le fait pas. D'accord. Ça, on ne le fait pas parce que du coup, c'est un peu plus des protéines végétales. Non. Pour rejoindre votre question, on a regardé un cas, par exemple, qui était le cas de Beyond Meat. Vous savez, c'est de la viande sans viande. Il y avait même un reportage là-dessus sur la qualité. On n'y est pas allé parce qu'on trouve que ça déforme notre cas d'investissement. Nous, on veut vraiment rester sur toute la partie traitement, approvisionnement, technologie liée à l'eau et tout ce qui permet de rendre plus efficiente cette demande. Donc nous, on va plutôt aller investir sur des valeurs qui vont permettre à l'exploitant agricole de réduire significativement sa consommation en eau, plutôt que sur une partie alternative. L'idée, ce n'est pas de contourner le thème, ou en tout cas des choses qui peuvent… Je vois très bien l'esprit de la question, c'est de dire oui, si on investit plus dans des protéines végétales, on en fera moins des animales, donc ça se comblera. Ce n'est pas notre biais. Nous, notre biais, c'est de dire aujourd'hui, il y en a qui continuent de tirer sur cette ressource eau. Cette ressource, elle est vraiment, elle s'amenuise, elle est vraiment de plus en plus difficile d'accès. Et il faut vraiment qu'on puisse la préserver. Donc, c'est agir sur la manière de préserver cette eau, mais aussi qu'elle ne soit pas polluée. Donc, mesurer ce qu'il y a dedans et éviter qu'elle soit polluée. Donc, non, on ne va pas de manière alternative. Ça peut être une manière d'accès ces investissements, mais nous, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait vraiment le choix d'optimiser aujourd'hui ceux qui sont optimiser la demande de ceux qui consomment l'eau. Merci Mohamed. On va essayer de passer sur le quatrième thématique. Je rappelle, la première thématique que vous jouez, c'est l'eau. La seconde, c'est la sécurité. La troisième, c'est l'intelligence artificielle indissociable, donc de la robotique. Et donc un quatrième thème qui a été ajouté, qui est pour vous intéressant, qui est l'économie de l'abonnement. Vous êtes les premiers en France à proposer cette thématique-là pour un placement financier. Donc, quelles pourraient être les perspectives justement d'un tel fonds post-confinement qui est venu renforcer encore plus cette thématique? Et ce fonds a été lancé, je le précise, avant le coronavirus. C'est ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le fonds sur l'économie de l'abonnement? C'est un fonds qui va adresser toutes les sociétés qui commercialisent leurs biens ou leurs services à travers le modèle de l'abonnement, qu'ils commercialisent directement à des entreprises, qu'ils commercialisent directement auprès des consommateurs, donc ce qu'on appelle du B2C en anglais, ou des sociétés qui s'adressent à d'autres sociétés, toujours en anglais, du B2B, et qu'ils fassent en ligne ou en physique, donc online ou offline. Donc, des sociétés qui commercialisent leurs biens ou services par de l'abonnement auprès de consommateurs ou directement de sociétés, et que ce soit en ligne ou offline.
C'est un thème qu'on a commencé, nous, à étudier il y a un peu plus de 18 mois maintenant. On a lancé le fonds en décembre de l'année dernière. Et pourquoi? Parce que vous tous, aujourd'hui, vous allez privilégier l'utilisation ou la consommation à travers l'abonnement. Pourquoi? Parce que c'est simple. Ça vous permet d'avoir accès à ce que vous voulez quand vous voulez, si vous le voulez. Et surtout, ça vous permet de réduire le prix du bien ou du service, le coût, pardon, qui serait lié à l'acquisition ou à l'usage de ce bien ou de ce service. Et surtout, on a en face des industriels qui comprennent de plus en plus pourquoi ça a de l'intérêt d'utiliser ce modèle de l'abonnement. Pourquoi? Parce qu'ils vont beaucoup plus interagir avec leurs clients. Donc, ils vont avoir beaucoup plus de données sur le client. Mais pourquoi? On est toujours à se dire, oui, on ne veut pas que les industriels aient nos… Vous savez, c'est l'éternel débat sur les données qu'on donne aux industriels ou pas. Mais plus ils nous connaissent, plus ils peuvent avoir une offre qui est qualifiée. Si vous prenez par exemple juste cet exemple, hein, il y a plein d'autres choses dans le fond, mais tout ce qui est plateforme de distribution de musique, ce qu'on appelle du streaming, et ben souvent, si vous avez le Spotify, pour ne pas le nommer, ou Deezer, hein, Cocorico, et ben ils vont vous, grâce à l'intelligence artificielle, en fonction de ce que vous avez déjà sélectionné, ils vont vous pousser d'autres titres à écouter. Ben, c'est pareil, mais dans d'autres industries. Donc, vous avez d'un côté un consommateur qui veut mieux consommer, qui veut consommer sans forcément posséder, il veut jouir mais sans forcément posséder, et de l'autre, vous avez un industriel qui va mieux connaître le client, qui va plus investir, qui va développer plus d'innovation, qui va implémenter dans son produit, mais surtout, pour l'industriel, la beauté, c'est la visibilité que lui offre l'abonnement. Pourquoi? Parce que s'il commercialise ces choses par l'abonnement, donc ses biens ou ses services, il va, en fonction de son taux de réabonnement, nous, dans notre stratégie, dans les titres qu'on a choisis dans notre portefeuille, on a un taux de réabonnement des clients des sociétés qu'on a en portefeuille qui est de 78%. Donc à 78%, le chiffre d'affaires des sociétés qu'on a sélectionnées est quasiment reproduit année après année. Donc, on va avoir un industriel qui va mieux connaître, plus payer en R&D, implémenter des innovations et surtout avoir une vraie visibilité sur ses revenus. C'est pour ça qu'on a lancé ce thème. Ce thème, c'est un thème qui a une croissance, donc année après année, de 13% par an. Si vous prenez toutes les sociétés qui sont dans notre univers d'investissement sur l'abonnement, ça c'est pour répondre à la question. Depuis le début de l'année, on est largement positif. Le fonds est à plus 10 à vendredi dernier, plus 10 net de frais. Et ce qui va continuer à pousser ce fonds, c'est son bon équilibre entre les sociétés qui commercialisent directement leurs produits ou leurs biens ou leurs services auprès des consommateurs et auprès des professionnels. Pourquoi? Parce qu'un professionnel, je peux vous le dire, en tant que professionnel de la finance, malgré la crise, on n'a pas coupé, d'ailleurs en tant que chef d'entreprise tout court, je n'ai pas coupé la sécurité des PC de mes employés. Donc tout ce qui était abonnement lié à ça. On n'a pas coupé tout ce qui était données, on n'a pas coupé du tout, même on les a renforcés, notre accès à la donnée sur les sociétés. Et là, ça se fait aussi par abonnement, par exemple sur des fournisseurs comme Bloomberg. Donc tout ce qui a été par abonnement, on ne l'a pas du tout coupé. Mais on a aussi surtout renforcé, par exemple, tout ce qui était stockage de données qu'on pouvait avoir. Et tout ce qui est aussi accès aux applications pour pouvoir travailler à distance. On a dans ce fonds une valeur, par exemple, comme Teladoc, qui a explosé depuis le début de la crise, mais qui a permis aux professionnels de la santé de faire de la télémédecine. On a, par exemple, dans notre univers d'investissement, une société qui s'appelle Ring Central. Aujourd'hui, on utilise, le technicien de WebIKEO ne m'en voudra pas, mais aujourd'hui, on utilise WebIKEO, mais Ring Central, c'est une valeur qui fait quoi? C'est une société qui fait quoi? Qui va tout mettre sur la même application, qui va mettre tous les moyens de communication, le téléphone, les mails, la messagerie en entreprise, les visios et les vidéoconférences comme celles qu'on est en train de faire aujourd'hui avec des personnes externes, etc. Vous allez tout avoir sur la même plateforme. Et beaucoup de sociétés se sont précipitées vers ces solutions. Mais on a aussi des choses qui adressent le consommateur. Comme je vous le disais, on a une valeur qui s'appelle HelloFresh. HelloFresh, c'est des Allemands. C'est des Allemands, mais le gros de leur chiffre d'affaires est aux États-Unis. Et ils font quoi? Vous choisissez le nombre de personnes que vous êtes à la maison, ce que vous aimez bien manger, et ils vous envoient les aliments et la recette tous les jours. Et ça aussi, c'est des choses qui ont explosé. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, le cas d'investissement qu'on avait, nous, identifié il y a un peu plus de 18 mois, on a lancé le fonds il y a 6 mois maintenant, il a été encore plus conforté par cette crise. Et
il y a une prime encore plus Covid, parce que c'est ce que disait brillamment ma consoeur Esti Doek, c'est que les valeurs technologiques, les valeurs de qualité, les valeurs qui avaient une vraie visibilité sur leurs revenus, ont été celles qui ont été plébiscitées par les investisseurs depuis le début de l'année. Donc, c'est ce qui explique la performance et ce qui vient valider notre thèse d'investissement. Donc, voilà ce thème. Et il y a de belles perspectives, parce que si vous regardez la diapositive suivante, si tu veux bien, Romain, les abonnements, donc là, vous avez la facture d'un Américain, mais là, si vous regardez les abonnements, aujourd'hui, chez quelqu'un qui habite en Amérique du Nord, il dépense en moyenne $237 de plus, enfin $237 par mois en abonnement. Ça ne représente que 6% des dépenses. Sauf que pas mal de choses vont basculer à l'abonnement. Mais 6%, ça veut dire qu'il reste 94% à acquérir, en tout cas de part de marché potentielle dans les dépenses faites par un consommateur. 5% en Europe. Ce qui explique la différence entre les Américains et les Européens, c'est pas que nous, on dépense moins, hein. C'est juste qu'eux, ils ont une grosse partie télécommunication qui coûte plus cher. Donc voilà les perspectives. Merci beaucoup Mohamed pour l'explication sur ces 4 thématiques que vous jouez. Je le rappelle pour les auditeurs des banques populaires qu'on retrouve bien entendu, et vous avez la possibilité d'investir dans ces fonds directement par le biais de vos différents produits en banque populaire. Alors merci. Il y a 2 questions que j'ai vues. Oui. De Thierry, Très rapidement, qui dit, on a dépassé un peu. Oui, alors très rapidement, parce que ça c'est très intéressant, c'est un des segments, un des sous-segments de ce qu'on regarde de notre univers d'investissement, c'est compte tenu des fuites importantes dans les réseaux d'eau, irez-vous jusqu'à investir dans le BTP spécialiste? Non, on ne le fera pas, mais on va investir dans toutes les technologies qui permettent aux tuyaux d'être plus intelligents. Donc tout ce qui va être mesure de pression par tronçon, tout ce qui va être identification de fuite à 2 mètres près, parce que ce qui coûte cher, pour la petite anecdote, une fois je vais à l'Assemblée générale de Suez, ils nous disent voilà, en France, on a un taux de perdition de l'eau qui est entre 30 et 35%. Naïvement, je lève la main en tant qu'investisseur et je dis est-ce qu'un jour vous allez mettre une rustine sur le tuyau? Parce que une goutte sur 3, ça fait peut-être beaucoup. Vous savez quelle est la réponse du management de Suez? C'est que ça coûte plus cher d'aller identifier la fuite et de la boucher plutôt que de laisser l'eau couler. Je peux le répéter, hein, mais vous avez bien compris. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir dans des sociétés qui développent des technologies qui vont mettre à disposition de Veolia ou de Suez pour justement identifier à moindre coût des fuites et pouvoir préserver cette ressource eau. L'idée de ce fonds, toujours sur l'eau, c'est de préserver la ressource eau. Merci beaucoup Mohamed, en tout cas pour ces éléments d'explication sur les thématiques d'investissement à privilégier. C'était en tout cas très clair et passionnant. Alors sans transition, j'accueille à présent Jean-Charles Roumat. Donc bonjour Jean-Charles, directeur, je le rappelle, directeur banque privée de la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Alors concrètement, après ces éléments, ces informations communiquées par Mohamed, comment aujourd'hui les banques populaires peuvent-elles accompagner leurs clients pour allouer et gérer leur épargne au quotidien? Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question Romain. Alors, comment est-ce qu'on peut accompagner les clients de la banque? Donc, comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Simplement en vous donnant accès à une offre de solutions de placement parmi les plus profondes du marché. En l'espèce, les solutions de placement que l'on vous propose couvrent évidemment toutes les classes d'actifs, mais également toutes les places financières du monde, et enfin tous les styles de gestion. Alors, comment garantir cette profondeur d'offre? Alors, tout d'abord, grâce au modèle unique de notre pôle de gestion d'actifs Natixis Investment Manager International, qui a développé de longue date une stratégie dite multi-boutique, c'est-à-dire une stratégie construite sur la détention de nombreuses sociétés de gestion aux styles différents et complémentaires, et qui couvre naturellement l'ensemble du spectre des styles de gestion possibles, et Thématix en est une parfaite illustration. Également, bien entendu, en s'appuyant dans notre sélection de fonds sur ce que l'on appelle l'architecture ouverte. L'architecture ouverte, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de sélectionner systématiquement les meilleurs fonds, qu'ils soient gérés par des sociétés de notre groupe, comme bien entendu par des sociétés de gestion externes à notre groupe, mais régulièrement, bien entendu, auditées par nous. Voilà. Cette architecture ouverte, qui est un principe important à retenir lorsque
vous avez affaire à une banque privée, et c'est une exigence à avoir, elle est renforcée chez nous pour le pan assurance vie et contrat de capitalisation de notre offre par notre plateforme de courtage qui vous donne accès à une dizaine de compagnies d'assurance vie françaises ou luxembourgeoises, extérieures à notre groupe, qui elles-mêmes référencent des fonds de très nombreuses sociétés de gestion. D'accord. Très bien, merci Jean-Charles. Mais pour nos clients, comment s'y retrouver avec une offre aussi profonde pour bâtir et gérer leur épargne sereinement? En fait, Romain, comme je le dis régulièrement, en respectant tout d'abord quelques règles simples, c'est-à-dire en sélectionnant des placements dont le triptyque rendement attendu, risque et durée de détention recommandée est conforme à vos objectifs, mais également à votre horizon d'investissement. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, en diversifiant naturellement vos placements financiers et sur différentes classes d'actifs et en investissant régulièrement en actions pour lisser vos points d'entrée dans le marché. Et puis, point et dernière règle importante, en gardant le cap, quoi qu'il arrive, y compris lorsque les marchés décrochent, parce que le risque principal auquel vous vous exposez en tant qu'investisseur, c'est à manquer le rebond lorsqu'il se produit si vous êtes désinvesti. En pratique, votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre banquier privé va pouvoir vous accompagner de 3 façons pour gérer votre épargne. Première façon, et donc c'est ce que Romain nous montre à l'écran, en déléguant, il va vous proposer, si vous le souhaitez, de déléguer la gestion de vos placements à un gérant de portefeuille. Ou si vous souhaitez garder la main sur vos placements, mais tout en bénéficiant des conseils de votre conseiller pour gérer vos placements, eh bien cela est évidemment possible. Et enfin, si vous souhaitez gérer de façon totalement autonome vos placements en effectuant vos opérations via votre accès Internet, c'est-à-dire CyberPlus via votre espace bourse, cela aussi est proposé dans notre banque, donc avec ces 3 niveaux d'accompagnement. D'accord, merci Jean-Charles pour ces éléments complémentaires. Avez-vous peut-être d'autres conseils, Jean-Charles, pour aider nos clients à accroître à la fois leur rendement de leur épargne tout en respectant leur profil de risque et l'horizon de placement qui aura été communiqué à leurs conseillers? Oui, bien sûr, Romain, évidemment. Pour optimiser le rendement de vos placements et sécuriser l'atteinte de vos objectifs, il est important de sélectionner attentivement les enveloppes dans lesquelles vous investissez. Donc, car ce qui est important, c'est le rendement net. Donc, à ce titre, si vous investissez dans un plan d'épargne en action, vous allez naturellement être exonéré d'impôts sur les plus-values. Si vous investissez dans un plan d'épargne retraite individuel, eh bien là, vous allez bénéficier d'une déduction fiscale. Si vous investissez en assurance vie, vous allez réduire la taxation sur les gains que vous ferez de votre contrat et vous allez pouvoir optimiser la transmission de votre patrimoine. Donc, en synthèse, pour définir la stratégie de gestion de votre épargne, pour l'optimiser et la gérer, il y a non seulement les règles simples à respecter que je vous indiquais, mais il y a, vous l'avez compris, un certain nombre d'aspects juridiques, fiscaux, financiers qu'il faut intégrer à votre réflexion. Aussi, je vous conseille tout naturellement de prendre contact avec votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre banquier privé qui, après avoir analysé votre situation et vos objectifs, vous apportera des réponses sur mesure au travers d'une étude, de la remise de votre étude patrimoniale personnalisée. Merci. Merci Jean-Charles. Peut-être une dernière question avant de nous couper, parce qu'effectivement, on a dépassé un petit peu le timing prévu. Au niveau du coût de gestion d'un gérant de portefeuille, approximativement, qu'est-ce que ça représente par an? Alors, dès lors qu'on parle de délégation de gestion, il faut avoir à l'esprit que le coût de la gestion propre du gérant est de l'ordre de 0,8% par an des actifs gérés. D'accord. Très bien, merci Jean-Charles pour ces éléments complémentaires. Merci à nos 3 intervenants de ce jour, Esti, Mohamed Amor de Thématique Asset Management et Jean-Charles Romain donc de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Avant de nous quitter, je m'excuse un petit peu pour le dépassement de timing, mais c'était passionnant. Je vous remercie à tous pour votre présence et votre participation et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.